Qui n'a jamais vécu ça, hein? Cette, cette petite seconde d'effroi. La porte claque derrière soi et l'illumination glaciale, les clés, elles sont restées dedans. Ah oui, Le cerveau, hop, alerte rouge, le cœur qui s'emballe un peu. C'est un grand classique, malheureusement. tout à fait. Aujourd'hui, on plonge là-dedans, dans ce scénario universel. On s'est appuyé sur les infos d'un guide de sécurité qui décortique justement cette situation. Concrètement, on est censé faire quoi? Quelles sont les vraies options, quand on est coincé dehors? Hmm. Notre mission, regarder ensemble les méthodes qui existent, bien saisir les risques derrière chaque astuce, et puis trouver l'approche la plus maligne pour rentrer chez soi, sans que ça devienne un gouffre financier ou un problème de sécurité. C'est ça. Allez, on déballe ça. On entend parler de trucs comme utiliser une carte de crédit, une radio, mais est-ce que c'est vraiment si futé? C'est effectivement une situation hyper fréquente. Et le premier truc important qui ressort des infos qu'on a consultées, c'est l'absolue nécessité de ne pas céder à la panique. Ah oui, ça. Le stress immédiat, ça pousse souvent à faire n'importe quoi, des trucs précipités qui peuvent abîmer des choses. Donc la recommandation centrale, elle est limpide. Avant tout, il faut chercher une solution qui ne met pas en danger la serrure ou la porte. D'accord, C'est vraiment la base de tout, quoi. tout à fait. Donc avant même d'imaginer sortir la boîte à outils ou le couteau suisse, la source insiste bien, priorité absolue aux solutions non destructives. Ça a l'air logique, hein, mais soyons honnêtes, quand on est sur le palier, le cerveau, il a tendance à zapper cette étape. Et pourtant, c'est fondamental. Vraiment. Pour plusieurs raisons, en fait. D'abord, évidemment, pour éviter des frais de réparation qui peuvent vite grimper. Une serrure un peu moderne, un cylindre de sécurité, ça chiffre, hein. Mhm. Mais au-delà de l'argent, il y a juste préserver l'état de la porte, de la serrure, et ça, c'est directement lié à la sécurité de la maison. Une manip un peu maladroite, même si on arrive à ouvrir, ça peut créer une faiblesse, une vulnérabilité qui n'était pas là avant. Ah oui, je vois. On croit régler un problème, et paf, on en crée un autre, peut-être plus grave. C'est un point super important, ça. Alors, c'est quoi ces fameuses pistes non destructives que suggère notre source? La première, assez évidente, mais on l'oublie parfois dans le feu de l'action, vérifier partout si une fenêtre, même petite, même si on pense qu'elle est inaccessible, n'est pas restée entr'ouverte quelque part. Oui. Un Velux, une fenêtre de salle de bain, des fois, la solution, elle est juste là. Ou juste au-dessus. Exactement. Et il faut y penser vraiment, systématiquement. C'est l'effet tunnel de la panique. On se focalise sur la porte principale, alors qu'il y a peut-être une autre issue, moins classique, quoi. C'est ça. Ensuite, la source pointe un autre truc important. Se poser la question du double des clés. Est-ce qu'on n'a pas filé un double à quelqu'un de confiance, un voisin sympa, un ami proche, de la famille qui habite pas loin? Mhm. C'est le moment ou jamais de passer ce coup de fil qui peut tout débloquer. C'est sans doute la solution la plus simple et la plus fréquente. Absolument. Et le document souligne aussi un point, si on habite dans un immeuble, en copro, quoi, il y a la piste du concierge, du gardien ou même du syndic. Ah oui, juste. Parfois, ces personnes ont un pass pour les parties communes ou même exceptionnellement pour les logements en cas d'urgence, avéré. Ou alors, ils connaissent la procédure à suivre, celle recommandée par la copro. C'est une ressource à pas négliger. D'accord. Donc en gros, fenêtre, clé chez quelqu'un, gardien ou syndic. Des options simples qui risquent rien pour le matériel. Et ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi ces solutions évidentes sont souvent même oubliées dans l'urgence. C'est l'effet du stress, l'impression qu'il faut agir tout de suite là, sur la porte, que chercher une clé ailleurs, ça va prendre trop de temps. Oui, c'est ça. Or, ces options non destructives, elles sont toujours préférables. La source le martèle, elles garantissent de résoudre le truc sans dommage et sans frais en plus, même si ça demande un peu de patience ou un coup de fil. Bien compris. Mais admettons le scénario noir. Toutes les fenêtres sont verrouillées, le seul double est parti en vacances, avec son propriétaire, et le gardien est injoignable. C'est là qu'on commence à penser aux méthodes système D. Hmm. Celle de le guide mentionne, mais avec beaucoup de précautions. À utiliser vraiment en dernier recours et sur des portes bien spécifiques. Et c'est là que ça devient, on va dire, techniquement intriguant. On parle de cette fameuse technique de la carte. Mythe ou réalité? Alors là, faut être très précis parce que la source détaille bien les conditions. Cette technique, qui consiste à utiliser une carte en plastique assez rigide, genre carte de fidélité, hein, surtout pas la carte bancaire, elle casserait. D'accord. Ou encore mieux, une feuille de radio médicale. C'est souple et résistant, ça ne concerne
que les portes qui sont simplement claquées, c'est-à-dire où on n'a pas tourné la clé dans la serrure. Ok, Et équipé d'une serrure avec un pen demi-tour simple. Vous savez, cette pièce en métal qui sort de la porte avec un côté biseauté, en pente. d'accord, d'accord. Donc pas sur une porte verrouillée à clé et pas sur une porte avec plusieurs points de sécurité, compris. Et comment ça marche en théorie, ce truc? Le principe qui est décrit, c'est d'insérer la carte ou la radio dans le petit espace entre la porte et le cadre, le chambranle, juste au niveau de ce pen biseauté. L'objectif, c'est de faire glisser la carte contre la partie en pente du pen. Et après, on pousse? C'est tout? Pas tout à fait. Le guide explique qu'il faut mettre une pression sur la carte et en même temps donner des petits coups, des vibrations sur la porte près de la serrure. L'idée, c'est que la pression de la carte sur le biseau, plus les vibrations, ça fasse rentrer le pen dans son logement. Et hop, ça libère la porte. Ça demande un certain coup de main et surtout les bonnes conditions, la bonne porte, le bon jeu. Ça a l'air faisable dit comme ça. Mais j'imagine qu'il y a un mais. Ça marche souvent. Et c'est quoi les risques, les vrais risques mentionnés? Exactement, il y a un gros mais. La source est très claire là-dessus. Oui, ça peut marcher sur des portes anciennes ou des installations très basiques où il y a pas mal de jeu entre la porte et le cadre. Ok. Par contre, sur la plupart des portes modernes, même juste claquées, les ajustements sont plus précis. Parfois, les pens sont même anti-carte, avec un contre-pen. Ah oui. Ouais. Ce qui rend la manœuvre très difficile, voire impossible. Et surtout, les risques sont pas nuls. On peut très facilement abîmer le mécanisme du pen, rayer ou même fendre le bois ou le PVC du cadre. Aïe. Ou pire, coincer ou casser la carte dans la fente. Et là, ça complique encore plus les choses. On peut aussi abîmer le cylindre si on force au mauvais endroit. Donc, même quand ça marche, c'est pas anodin. C'est clairement pas la solution miracle sans risque que certains imaginent. D'accord, d'accord. Donc la carte, c'est un pari risqué. Faible chance de succès sur une porte récente et un vrai potentiel d'aggraver le problème. Est-ce que le guide parle d'autres techniques de bricolage qu'on voit parfois dans les films? Le crochetage, par exemple, avec une épingle à cheveux, un trombone. Ah, le fameux crochetage improvisé. Alors là, la mise en garde de la source, elle est encore plus catégorique. Tenter d'ouvrir une serrure, même si elle a l'air simple, avec des outils de fortune, une épingle, un trombone, un petit tournevis, la pointe d'un couteau, sans aucune connaissance des mécanismes, c'est décrit comme la quasi-garantie de faire des dégâts irréversibles. Carrément. Pourquoi c'est si risqué? On risque de casser quoi exactement? Il faut comprendre même juste un peu comment marche un cylindre de serrure. Dedans, il y a une série de petites goupilles, Oui. des petites pièces en métal de différentes tailles qui bloquent la rotation du cylindre tant que la bonne clé n'est pas dedans. Le crochetage pro, c'est un art, ça demande des outils spécifiques, des entraîneurs pour mettre une légère tension sur le cylindre et des crochets de formes différentes pour soulever chaque goupille pile à la bonne hauteur, une par une. D'accord. Et surtout, ça demande une sensibilité tactile très fine pour sentir le mécanisme. Essayer de gratter à l'aveugle avec une épingle ou un tournevis, au mieux, ça donne rien. Au pire, et c'est le plus probable, on risque de tordre ou de casser une goupille, de rayer l'intérieur du cylindre ou de bloquer complètement le mécanisme. Ce qui veut dire que même un serrurier pro, après, il aura plus de mal à l'ouvrir. Exactement. Une tentative de crochetage raté, ça peut transformer une ouverture qui aurait pu être simple et propre pour un pro en une opération bien plus complexe, qui va peut-être nécessiter de percer le cylindre, voire de remplacer toute la serrure. Ah ouais? Donc, non seulement on n'a pas réussi à ouvrir, mais en plus on a augmenté la facture finale et on a potentiellement flingué son matériel. Le crochetage de cinéma avec une épingle, c'est un mythe tenace. Mais dans la réalité, c'est une très mauvaise idée, d'après toutes les infos qu'on a. C'est très clair. Donc, si on résume, les méthodes non destructives d'abord, si ça marche pas, la carte, c'est très risqué, peu probable sur du récent. Le crochetage improvisé, on oublie complètement. Ce qui nous amène assez logiquement à la solution que la source finit par recommander comme étant la plus fiable. Précisément, après avoir regardé les alternatives et surtout souligné les risques des tentatives maison, la conclusion du guide est sans équivoque. Essayer d'ouvrir soi-même sans les compétences et les bons outils, c'est prendre le risque non seulement d'échouer, mais surtout de fragiliser sa porte et sa serrure pour de bon, et donc sa sécurité. Même si on finit par rentrer, on peut avoir créé une faille sans s'en rendre compte. C'est ça l'idée, hein? C'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que l'appel à un serrurier professionnel qualifié est présenté comme l'option la plus sûre, la plus efficace et, paradoxalement, souvent la plus économique sur le long terme. Intéressant ça, l'économie à long terme. Quels sont les avantages concrets que la source met en avant pour justifier de faire appel à un pro?
Ils sont multiples et importants. Premièrement, un pro il a un arsenal d'outils spécifiques, adaptés à tous les types de serrures. Des plus simples aux cylindres haute sécurité en passant par les serrures multipoints. Il sait quel outil utiliser pour quelle situation. Ok, Deuxièmement, il maîtrise des techniques d'ouverture fine, souvent non destructives. Son but premier, quand c'est possible techniquement, c'est toujours d'ouvrir sans rien casser en préservant le matériel. mhm, Troisièmement, son expérience lui permet de faire un diagnostic rapide et précis. Quel type de serrure, pourquoi ça bloque, juste claquer, clé cassée dedans, mécanisme grippé. Et donc de choisir la méthode la plus adaptée, la moins invasive et la plus rapide. d'accord. Quatrièmement, son intervention est censée respecter tout. La porte, le cadre, la peinture. Il minimise les risques de dommages collatéraux. Donc on se retrouve pas avec une porte défoncée ou un cadre éclaté. En principe, non. Un bon professionnel cherche à éviter ça à tout prix. Et si on voit les choses d'un peu plus loin, comme le suggère la source, faire appel à un expert, c'est pas juste payer pour ouvrir une porte, hein. Non, hein. C'est aussi s'assurer que la sécurité de base de l'installation est maintenue, voire vérifier après l'intervention. Il peut aussi donner des conseils s'il voit que la serrure est vieille ou pas très sûre. D'accord, je vois mieux l'argumentaire. Mais la question qui brûle les lèvres, c'est OK, mais comment on choisit un bon serrurier? On entend tellement d'histoires d'arnaques, de factures de folie pour une simple porte claquée. Est-ce que le guide donne des pistes là-dessus? Le guide détaille peut-être pas une procédure de A à Z, mais le fait d'insister sur le professionnalisme, sur la préservation du matériel, ça suggère bien qu'il ne faut pas appeler le premier numéro trouvé à la va-vite sur un prospectus bizarre. Oui, c'est sûr. Même dans l'urgence, faut essayer de garder la tête froide et chercher des signes de fiabilité. Quelques pistes de bon sens, hein, souvent recommandées par les assos de consommateurs. Privilégier les artisans locaux qui ont une boutique, si possible recommandés par des voisins, des amis. Se méfier des pubs très agressives ou des tarifs annoncés super bas, ouverture de porte 15 euros. Ah oui, ça sent l'arnaque, ça. Souvent, c'est juste le déplacement. Toujours demander une estimation du coût total avant l'intervention, même au téléphone, en décrivant bien la situation, porte claquée ou verrouillée, type de serrure si on sait. Un pro sérieux doit pouvoir donner une fourchette de prix. Et se méfier de ceux qui veulent tout de suite percer ou tout casser sans essayer une ouverture fine. Ce sont de bons réflexes à avoir, ouais, même dans le stress. Parce que l'argument du coût, il reste central. On se dit, je vais tenter la carte, ça coûte rien, alors que le serrurier va me prendre 150, 200 euros, peut-être plus. C'est pas cette peur du coût qui pousse justement aux tentatives de bricolage un peu hasardeuses. C'est une réaction humaine tout à fait compréhensible. Mais c'est là qu'il faut faire le calcul que la source mentionne implicitement. Mettre en balance le coût certain, mais maîtrisé, de l'intervention d'un pro qui inclut son déplacement, son savoir-faire, son matériel, la garantie d'un travail bien fait, avec le coût potentiel et souvent bien plus élevé des dégâts causés par une tentative maladroite. Hmm. Remplacer un cylindre abîmé, réparer un cadre de porte, voire changer une porte entière si les dégâts sont gros, ça peut coûter plusieurs centaines, voire des milliers d'euros. Ah oui, quand même. Sans parler du temps perdu, du stress en plus et du sentiment d'insécurité si on a bousillé sa propre porte. Vu comme ça, le coût du serrurier, on peut le voir comme une sorte d'assurance contre des dépenses bien plus lourdes et des galères supplémentaires. Vu comme ça, ouais, l'équation change effectivement. L'économie immédiate qu'on croit faire avec le système D peut cacher une dépense future bien plus douloureuse. C'est exactement l'analyse qui ressort des informations qu'on a regardées. Le choix le plus rationnel, même s'il paraît contre-intuitif sur le coup, à cause du coût initial, c'est souvent celui du professionnel. Parfait. Bon, essayons de synthétiser les points vraiment clés à retenir de tout ça. Premièrement, la règle d'or. Toujours commencer par les solutions simples et non destructives. La fenêtre oubliée, le double chez un proche, le gardien, le syndic. On épuise ces pistes d'abord, systématiquement. Deuxièmement, la technique de la carte ou de la radio. C'est une option de tout dernier recours, hyper limitée. Uniquement porte claquée non verrouillée, avec un pen biseauté simple. Et en sachant très bien qu'il y a un risque élevé d'échec sur du matériel moderne et un potentiel de dommages sur la serrure ou le cadre. C'est pas une astuce fiable. Troisièmement, on oublie complètement le mythe du crochetage avec l'épingle à cheveux ou le trombone. C'est inefficace et c'est la quasi-certitude d'abîmer sa serrure. Ce qui rendra l'intervention du pro après plus compliquée, donc plus chère. C'est contre-productif. Et enfin, quatrièmement, faire appel à un serrurier professionnel, qualifié et si possible de confiance, ça reste la voie la plus sûre, la plus fiable et, bien souvent, la plus économique à moyen et long terme. C'est la garantie d'une ouverture faite dans les règles de l'art, en préservant son installation et sa sécurité future. Le message est clair. Très clair.
Et tout ça, ça nous amène naturellement à une réflexion qui va un peu au-delà de la réaction à l'incident X. C'est l'anticipation. Comme le suggère la source en creux, la meilleure façon de gérer cette situation, c'est de l'éviter. Ou au moins d'en minimiser l'impact. Comment? Avoir un double de clés, pas caché sous le paillasson, très mauvaise idée, ça Ah non, ça plus, c'est sûr. mais confié à un voisin de confiance ou déposé dans un lieu sûr mais accessible à l'extérieur. Ou simplement avoir enregistré dans son téléphone le numéro d'un ou deux serruriers locaux, réputés, fiables, avant d'en avoir besoin. Ces petites préparations, ça peut transformer ce qui aurait été une crise majeure en un simple contretemps. Agaçant, certes, mais gérable, sans panique ni dégâts. C'est une excellente conclusion préventive. La préparation, c'est la clé, on pourrait dire. Et pour finir, une petite pensée, une réflexion qui nous est venue en regardant ces infos. Au-delà de cette situation très concrète de la porte close, on peut peut-être se demander comment on réagit, nous, plus globalement, face aux imprévus qui nous bloquent dans la vie. Mhm. Est-ce qu'on a cette tendance naturelle à chercher la solution de fortune immédiate, le bidouillage rapide mais potentiellement risqué, celui qui pourrait créer plus de problèmes après, ou est-ce qu'on arrive, même dans l'urgence qu'on ressent, à prendre un petit moment de recul pour chercher l'approche la plus sûre, la plus solide, celle qui préserve l'avenir, même si elle demande un peu plus de temps, d'humilité, ou qu'elle implique de demander un coup de main à un spécialiste? C'est une bonne question. C'est une question qui va bien au-delà des serrures et des clés, finalement. On vous laisse méditer là-dessus.